Portugal, Lisbonne attend ses touristes. Dans la chaleur de l'été, personne ne semble se soucier des mouvements d'indépendance qui, depuis 3 ans et demi, prennent d'assaut, loin au-delà des mers, le dernier empire colonial. Pourtant, pour 9 millions de Portugais métropolitains, aucun doute n'est possible. L'Angola, c'est le Portugal. Mais Angola, elle est portugaise. Elle le restera dans l'avenir. Elle restera toujours portugaise. Vous pensez que le Portugal gagnera cette guerre? Oui, absolument. Temos essa esperança e vamos vencer se Deus quiserem. Elle l'espère et feront de tout son cœur pour aider le gouvernement. Quer sejam da situação, quer contra a situação, a guerra em Angola é um problema intocável para nós. Même s'ils appartiennent à l'opposition, ils appuient le gouvernement sur ce point. Não percebo nada disso. Elle ne comprend rien de ces choses. Aquilo que dá mais pressa, aquilo é nosso. L'Angola, c'est à nous, c'est sa réponse. C'est défendre la position de l'Europe en Afrique et surtout les valeurs. Et nous ne sommes pas des colonialistes. Je crois bien que nous sommes surtout des colonisateurs. Et il faut que l'homme blanc reste en Afrique. Il faut qu'il travaille et qu'il... L'Afrique ne peut pas se développer sans l'aide de l'homme blanc. Au ministère d'Outre-mer, qui a fait peau neuve depuis les événements de 61, nous avons demandé à M. Ribeiro da Cunha, porte-parole officiel du gouvernement portugais, ce qu'il pensait de ces accusations de colonialisme. J'ajouterais même qu'il y a une autre accusation, nous sommes accusés d'être esclavagistes. Or, rien de plus faux que cela. Beaucoup de pays ont ce sens de racisme, c'est-à-dire, quand ils disent racisme, c'est au mieux, quand ils disent non-discrimination, c'est la discrimination des Noirs. Mais nous, non, nous c'est tout à fait le contraire, il n'y a aucune discrimination dans les deux sens. Voyez. Alors, plutôt, on constate la venue à la superficie en Afrique d'un racisme noir contre les blancs. Et ça, c'est ce qui est dangereux. Et comme notre politique traditionnelle était toujours une politique antiraciste, non discriminatoire, voilà pourquoi est-ce qu'on nous accuse. Il y a beaucoup d'autres arguments que je pourrais vous dire, mais enfin, je crois que ça explique en bref notre position. Ce qui est arrivé dans la nuit du 14 pour le 15 mars 61, c'était un éclatement de terreur. Voilà que les bandes armées, droguées, ont venu de l'étranger, du nord d'Angola, et ont tué environ, c'est très difficile de dire, mais environ 3000 personnes, 3000 Portugais. Mais ne croyez pas que ces 3000 Portugais étaient tous des Blancs. La grande majorité étaient des Portugais noirs, si vous voulez. Eh bien, c'est bien, le monde n'a pas fait assez d'attention sur ce développement, ces éclatements de terreur, mais le Mau Mau, à côté de ce qui est arrivé, où, comme je vous dis, 3000 Portugais ont été faits en miettes, c'est un pique-nique. Donc, l'Atlantique traverse le Portugal comme le Tage traverse Lisbonne. Nous voici à Luanda, capitale de l'Angola portugaise. Luanda, 300 000 habitants, un des plus beaux ports d'Afrique. Une ville en pleine expansion qui n'a jamais connu la guerre. Et partout sont présents les témoignages de 500 ans de présence portugaise. Ici, les Portugais ont immédiatement répondu au soulèvement de 61 par des mesures sociales. Écoles, facultés, routes, plans de construction ont été mis en chantier aussitôt. La population est mêlée. Les Noirs sont simplement un peu plus pauvres, les Blancs un peu plus riches, mais c'est là un monde authentiquement portugais, de classe sociale. À la sortie des administrations, Noirs, Blancs et Métis ne se distinguent les uns des autres que par la couleur de leur peau. Dans les écoles, petits Noirs et petits Blancs jouent ensemble sans complexe, image de l'Afrique de demain. Ici, en Angola, je suis tout convaincu que le racisme n'existe pas. Il n'y a pas de racisme ici en Angola.
C'est aussi votre avis, mademoiselle? Je pense qu'il n'y a pas de racisme, ou s'il existe, on ne pas demande, on ne demande pas. Je pense qu'ici, en Angola, comme dans tous les pays, naturellement dans l'Europe aussi, il n'y a pas de racisme, mais si des différences de niveau. Dans ce moment, il est possible que les autorités soient en donnant plus de possibilités aux Noirs qu'aux peuples blancs. Depuis toujours ou simplement depuis quelques années? Plus intensivement après la vague du terrorisme. Vous êtes vous-même portugais métropolitain ou vous êtes portugais d'Angola? Non, je suis né à Angola et je me considère un Angolan 100%. Est-ce que vous faites une différence entre angolan et portugais? Si je veux être sincère, je devrais dire que je fais une différence parce que les jeunes gens qui sont nés ici à Angola ont une manière de voir les problèmes et de les comprendre tout différent de ceux qui sont nés à Portugal métropolitain. Pourtant, 40 000 soldats du contingent font leur service en Angola, 2 ans depuis le début des événements. Quelques milliers de rebelles, enfermés dans ce que l'armée appelle le triangle pourri de la zone nord, à la frontière du Congo, 1/20 seulement du pays, justifient encore leur présence. Dans les casernes, c'est la fraternisation. En attendant d'être envoyés dans le nord, les commandos en base arrière poursuivent un sévère entraînement. Close combat. Contre-guérilla. Et riposte à l'embuscade dans des conditions qu'ils retrouveront sur le terrain. Et l'officier d'action psychologique nous apporte même l'écho lointain de combats plus réels. Une mitrailleuse Bren anglaise. Une mitrailleuse MG-42 Yougoslavie. Une mitraillette Uzi belge. Une mitraillette France. Grenade F1 Russie. Grenade F1 Chine. Grenade RG-34 Yougoslavie. ALN. Il y a là des armes de tous les pays du monde. Est-ce que vous pensez que l'armée portugaise pourra venir à bout de cette coalition? Oui, nous pouvons résoudre ce problème. Vous en êtes convaincu? Oui. Mais si la ville est calme, il faut veiller à ce que la population ne soit pas contaminée par les idées subversives. La PID, Police internationale de l'État, invisible et omniprésente, s'en occupe de façon efficace. Le quadrillage des faubourgs ne permettrait pas à une éventuelle insurrection de se produire. L'ordre règne partout.
Quel âge avez-vous, monsieur? Moi, Oui. moi je n'ai pas. Vous connaissez pas? Je ne connaissais pas. Vous parlez bien le français, hein? Un peu doucement. Oui. Vous avez travaillé à Léopoldville? Et moi je travaille jusqu'à 24 ans. Oui. 24 ans. Il y a longtemps que vous êtes rentré en Angola? J'ai porté ici, je suis ingénieur là où on vit jusqu'ici. Et 1959. Oui. Et comment c'est la situation ici? Ça va. Ça va. Ça va. Oui. Ça va bien. Ça va bien, il n'y en a pas de mal, il n'y en a pas. Tout ça va comme ça, n'est-ce pas? Donc, quoi que vous faites, ça va. C'est vivre bien. C'est vivre bien. Nous arrivons à présent dans le district de Carmona, à 600 km au nord de Luanda, à la limite de la zone rebelle. Le gouverneur nous accompagne. Ici, on a regroupé la population dans des villages neufs. On scolarise, on soigne, on catéchise. On pense ainsi empêcher les contacts avec les rebelles. La population portugaise d'origine africaine est très bien traitée. Ce n'est pas du paternalisme, c'est du fraternalisme, nous dit le gouverneur. Quelle a été votre action en particulier sur le plan social depuis 4 ans? Bon, nous avons fait des plans pour donner, pour avoir des possibilités de donner de l'instruction et de l'aide sanitaire un peu plus développée. Et alors nous avons fait des plans pour regrouper les populations, pour faire comme vous êtes à voir ici des écoles, des postes sanitaires, des centres civiques, les maisons aussi pour les chefs et les agents d'instruction et sanitaire. Et exactement, nous avons dans ce moment 23 nouveaux villages, avec de l'eau potable, avec des églises, avec un champ de football, parce qu'il aime beaucoup le football. La principale production ici, c'est le café. C'est le café. Est-ce que ces hommes sont propriétaires, sont fermiers? Tous les hommes sont propriétaires, toutes les familles, mais ils produisent aussi des aliments pour leur propre nourriture. Est-ce qu'il y a des fermiers par ici? Vous pouvez parler tous. Oui. Vocês são todos agricultores, todos produzem café. Tous ils sont des fermiers de café. Si, vous, monsieur, par exemple. Je vous demanderai de traduire, monsieur le gouverneur. Oui, très bien. Vous êtes fermier? Você é produtor de café. Agricultor. Si, si. Et quelle est la situation ici? Estão a trabalhar em paz, aqui não há problemas. Yala pasi unakutsala ngomonike seme jaka utsala. Bueno, governador, não, mulugu amunu sadi langa, si weyi. Kuti sadi sanga. Desse trabalho é fácil, governador. Il a dit qu'il travaille maintenant en paix, qu'il n'y a pas de trouble. Et qu'est-ce qu'il pense de l'indépendance? Está a perguntar o que é que pensa da independência. Hatumni yuhuri sanga chadi ambuno bandu muku maiko tambule chao mamme no kati matokere ya tuchitu tambule. Nada banza jaka mambo heku chesa mene tuinini. Diz que não sabia, não percebe qual é a coisa que estava a se tratar. Il ne comprend pas ce que c'est l'indépendance, il a dit. Il est heureux comme maintenant? Se ele aflige agora. Tu as conhece ou não joia? Conhece. Diz que está a ser. Maintenant, il dit qu'il est heureux. Oui, la ressemblance avec d'autres lieux que nous avons connus en d'autres temps est frappante. Même problème, même situation et même personnage. Il y a combien d'années que vous êtes en Angola? 40. 40. Oui. Est-ce que les rebelles vous ont déjà contacté pour vous demander de payer des impôts ou sinon ils risquaient de brûler ou de couper vos caféiers? Se os rebeldes têm de pedir dinheiro e com a ameaça de se não der dinheiro de queimar as tuas fazendas, as tuas lavras. Non, nunca. Jamais. Si un jour
la rébellion vous forçait à faire une guerre encore plus forte. Est-ce que vous décidez de rester ici ou de rentrer au Portugal? Sabe, eu nunca pensei em fugir. Personne ne pense à Nunca fuir. pensei em abandonar isto. Personne ne pense à abandonner, não même penso si la que situation haja évolue uma défavorablement. Se houver, de facto, terrorismo mais a sério, eu não fujo. Eu de morrer aqui. De toute façon, vous restez ici. Qualquer das maneiras. Assim. Com preto ou com branco. Isso não, de qualquer forma. Qualquer das formas. Vous, monseigneur, qui vivez ici depuis 34 ans, votre témoignage est important sur la situation de paix que nous avons vue en Angola. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur cette situation actuelle? Eh bien, monsieur, ainsi que vous avez pu vous en rendre compte, en partie, dans vos déplacements, nous faisons ici notre vie normale. J'ai pu continuer mes tournées pastorales jusqu'à la frontière. Partout, je me sens accueilli comme aux anciens temps. Il y a, il est vrai, vers le nord de l'archidiocèse, des endroits qui ne sont pas entièrement sûrs. Non pas que les terroristes soient en possession d'un village, d'une ville, où ils exercent un pouvoir. Non, ils se cachent dans les forêts. Ils ne fréquentent jamais les routes. Ils n'utilisent pas les ponts, parce que là, ils seraient facilement vus. Je vous disais tout à l'heure que le noir est facilement dans la forêt comme le poisson dans l'eau. Ces terroristes, nous sommes allés les voir, chez eux. Partis du Congoléo, nous avons fait 3 jours de camion, une nuit de marche pour un rendez-vous organisé avec un chef rebelle à 5 km à l'intérieur de la frontière que nous avions cette fois passé clandestinement. José Manuel Peterson, cela fait combien de temps que vous êtes dans le maquis? Oh, mais c'est depuis 1961. Vous êtes ce qu'on appelle dans un camp un terroriste et dans l'autre un patriote. Pourquoi vous battez-vous? Ben, nous nous battons pour une cause juste, pour la souveraineté de notre pays. Nous voudrions accéder à l'indépendance. Comment vivez-vous dans les maquis? Est-ce que les Portugais vous pourchassent beaucoup? Oh, mais nous souffrons péniblement. Nous faisons 2 fois 3 nuits sans dormir, ni alimentation. Tout à l'heure là, nous avons parcouru environ 60 km à pied. Et nous sommes ici tout près de la rivière où nous attendons les autres qui sont restés il y a 22 km. Toutefois, nous avons l'espoir qu'ils vont nous rejoindre. Si vous êtes pris, qu'est-ce qu'on vous fait? Et si nous sommes pris, on ne nous tue pas facilement. Est-ce que vous avez à craindre des dénonciations de la part de la population du pays? Ah, bien sûr. Il y a des moments où certains de nos patriotes nous dénoncent en disant que voilà, ils sont dans tel ou tel endroit. Mais nous ne craignons rien car un peuple déterminé ne recule jamais en arrière. Est-ce que la situation pour vous est plus dure maintenant qu'il y a 2 ou 3 ans dans les maquis? Oh, mais maintenant c'est vraiment très dur. La lutte est vraiment acharnée. Évidemment, nous ne sommes pas plus forts que les Portugais parce qu'eux, ils sont dotés des matériels de l'OTAN et de tous côtés. Il y a l'OTAN qui les aide, mais chez nous, l'Afrique nous aide seulement par un langage. Nous n'avons pas assez d'aide, nous n'avons que peu d'armes. Est-ce que les armes arrivent encore à passer? Ben, pour le moment, non. Nous n'avons pas d'armes pour le moment. Justement, c'est ce qui nous manque. Mais sinon, nous avons des militaires formés à notre base de Kinkuzu. La situation aujourd'hui est donc moins favorable aux rebelles qu'en 1961 ou 62. Les Portugais, depuis l'avènement de Tchombe, ont pratiquement fermé la frontière, isolant les maquis de leur base congolaise. À Kinkuzu, où nous sommes allés quelques jours plus tard, la nourriture manque. Même la farine de manioc n'arrive plus. À 300 km de la frontière,
2000 rebelles se réclamant de Holden Roberto poursuivent quand même leur formation militaire. Des hommes aussi semblables à ceux que nous avons vus dans l'autre camp, aussi enthousiastes, aussi convaincus, s'entraînent de la même manière que les Portugais pour un idéal opposé. Messieurs, vous êtes officiers de l'armée de libération nationale de l'Angola. Quel est votre grade, s'il vous plaît? Monsieur, il faut connaître que nous sommes de la révolution. La révolution, il n'y a pas de grade. Après l'indépendance, on va parler de grade. Où est-ce que vous avez été formé comme officier? En Algérie. Ça a duré longtemps? Oui, nous faisons là 1 année. Vous savez que là-bas, en Angola, les Portugais vous appellent des terroristes. Ici, qu'est-ce que vous êtes? Oui, les Portugais nous appellent des terroristes, mais nous ne sommes pas les terroristes. C'est lui qui est le terroriste. Nous sommes les responsables, nous sommes dedans de l'Angola. Pourquoi vous battez-vous? Mais nous luttons pour la libération de notre pays. Vous vous êtes souvent battu contre l'armée portugaise? Oui, nous luttons souvent, oui. Vous avez des armes récupérées au combat sur les Portugais? Oui, il y en a beaucoup qui nous récupérées. Il est arrivé ces 300 pour montrer. Vous pouvez me les montrer? Pour montrer. Il y en a beaucoup qui se trouvent dedans de l'Angola. Celle que vous tenez, par exemple, c'est quoi? Ça, c'est les phares, les fabrications auberges. Et ceci? 7-7. La fabrication anglaise. Nous avons aussi MIG. Fabrication allemande. Et les tenues parachutistes que vous portez, ça vient d'où? C'est les pays, les frères africains qui nous ont donné. Vous avez une casquette avec un insigne là, vous pouvez me dire ce que c'est? Et cette casquette-là, il y en a les drapeaux révolutionnaires. Il y en a c'est L-E-N-A, l'armée, la libération nationale angolaise. À Léopoldville, les chefs politiques tiennent régulièrement des meetings pour maintenir le moral des réfugiés. Autour du siège du parti de Holden Roberto, ces réfugiés, qui sont encore pour tout le Congo au nombre de 260 000, attendent, misérables et mal nourris, une aide de plus en plus rare de la Croix-Rouge ou de l'OUA. Des 3 partis qui revendiquent l'indépendance de l'Angola, le plus connu, le GRAE de Holden Roberto, qui groupe le PDA et l'UPA, est actuellement en perte de vitesse. Holden Roberto lui-même s'est dérobé à toute interview et a préféré laisser la parole à M. Kunzika, son vice-président. Votre but, c'est la libération de l'Angola, et vous n'êtes pas les seuls d'ailleurs à vouloir ce but. Il y a également d'autres partis angolais qui poursuivent le même but d'indépendance. C'est ça, le but, l'objectif est commun, c'est l'indépendance de l'Angola, mais seulement nous sommes divisés par le moyen d'atteindre le but justement que nous voulons réaliser. Et si vous avez entendu que nous avons des difficultés au sein des GRAS, c'est parce que certains auraient voulu être à la tête du gouvernement révolutionnaire de l'Angola. Ce sont des rivalités personnelles. Ce sont des rivalités personnelles, individuelles. Certains de vos adversaires accusent votre parti de racisme noir, de vouloir faire une politique uniquement africaine. Que pensez-vous de cette accusation? Nous ne sommes pas racistes. Je pourrais dire que ce sont d'ailleurs les Portugais qui ont développé cette notion de racisme chez les Africains, parce qu'ils ont voulu tabler leur colonialisme en Angola
sur une politique multiraciale. Les Portugais ont tout fait pour nous diviser, et c'est ce qu'ils veulent aujourd'hui pour mater. Et la révolution, c'est d'opposer les ethnies, dire que le Sud est opposé au Nord. C'est ça le prétexte. Sinon, à l'intérieur même de l'Angola, la plupart d'Angolais ne peuvent pas s'exprimer librement parce qu'ils sont surveillés par des autorités portugaises qui, aussi et au vu de ce qu'ils peuvent faire, sont alors menacés ou de mort même ou de disparition. Dans l'état actuel des choses, la révolution qui a commencé il y a 4 ans marque un peu le pas sur le plan militaire en raison de difficultés extérieures. Est-ce que vous envisagez malgré tout une lutte pour la victoire ou est-ce que vous envisagez une possibilité de compromis avec les Portugais? Nous n'avons pas à envisager un compromis quelconque avec les Portugais. Ce sont les Portugais qui doivent savoir que nous sommes arrivés au terme où les négociations sont nécessaires. Parce qu'il fallait d'abord lutter contre les Portugais pour les obliger à reconnaître le fait que nous sommes pour l'indépendance de l'Angola et non pas pour un second Brésil comme ils voudraient le prétendre. Donc, nous voulons intensifier la lutte dans la mesure de nos possibilités. Certains pays tels que l'Algérie ou l'Égypte reprochent justement au GRAE de rester en ce moment à Léopoldville où vous êtes les hôtes du gouvernement congolais. Justement, je voulais vous demander si vous recevez du gouvernement de Tshombe la même aide que vous receviez naguère du gouvernement Adoula. Du gouvernement de M. Tshombe, nous avons reçu la déclaration de continuer à appuyer la lutte comme par le passé. C'est la seule aide morale bien entendu, que nous ayons reçue de ce côté-là. Mais le reproche qu'on nous fait de l'extérieur, d'être demeuré sur place, n'est pas justifié tout d'abord parce que, tout d'abord, nous avons nous menons la lutte à partir du Congo où nous avons de longues frontières avec l'Angola. Nous avons déjà des positions en Angola que nous contrôlons. Si nous venions à quitter le Congo, les Portugais feraient sitôt de reprendre, de réoccuper toutes les positions que nous gardions et les Portugais auraient fini avec notre lutte. Monsieur André Cassinda, vous êtes le leader d'un nouveau mouvement militant pour l'indépendance de l'Angola. Il y en a déjà 2 à ma connaissance. Quelle est la différence entre votre mouvement et les mouvements précédents? Pour nous, la différence en est que les autres travaillent pour des ambitions personnelles, pour les cultes de personnalité, comme par exemple notre ami Oden, Roberto. Pour lui, le problème angolais, c'était un moyen de s'enrichir, c'était un moyen de faire son commerce. Et pour les autres, le problème angolais, il va à travers des idéologies. Et bien alors, pour ceux qui font le commerce, pour ceux qui travaillent pour des idéologies, il n'y a pas, si nous pouvons dire, n'est-ce pas, la même pensée, le même parallèle, n'est-ce pas, pour qu'on arrive à solutionner notre problème qui demande la lutte pour la libération du pays, la liberté donc. Est-ce que votre parti milite en faveur d'une solution militaire radicale, la victoire contre les Portugais ou la mort, ou bien alors est-ce que votre parti accepterait éventuellement un compromis avec les Portugais? Oui, nous cherchons la négociation avec le Portugal. Et si le Portugal nous refusait, probablement nous serons obligés, n'est-ce pas, d'arriver à d'autres moyens pour obliger le Portugal à négocier. Mais tout de même, pour le moment, comme nous ne sommes pas engagés dans cette destruction, si nous pouvons le dire, qui a été entreprise par Oden et ses collègues, il est possible que nous arrivons quand même à réunir les conditions morales que le Portugal reconnaîtra comme des conditions susceptibles de nous amener à une négociation. Et si Tshombe nous aide, il est probable, s'il nous appuie, il est probable qu'il voit à nous des hommes logiques, des hommes que, en s'occupant tout simplement de notre problème de Congo, nous souhaitons que l'hospitalité et cette solidarité de tous les Africains qui doivent nous aider pour nous libérer. Enfin, c'est à Brazzaville que nous avons rencontré le représentant du 3e mouvement, le MPLA, que l'on dit parfois très écouté dans les pays afro-asiatiques. Monsieur Lucio Lara, vous êtes membre du bureau politique du Mouvement populaire de libération de l'Angola, fondé en 1956. Quelle est la différence entre votre mouvement et les autres mouvements de libération pour l'Angola? Bon, pour ce qui concerne la lutte, il n'y a pas une différence essentielle. Le problème, c'est que nous sommes nés en Angola. Et notre mouvement a été fondé en Angola. Donc, il est issu réellement des problèmes réels qui se posent au peuple angolais. Et c'est en cela qui consiste surtout la différence avec les autres mouvements. Ce n'est pas un mouvement ethnique, ce n'est pas un mouvement Non, ce n'est pas du tout un mouvement ethnique. Bien au contraire, il groupe les gens de toutes les régions du pays. Ceux qui n'arrivent pas avec les autres mouvements,
qui d'ailleurs se sont fondés à l'extérieur sans tenir compte des véritables conditions de notre pays. Certains de vos adversaires vous accusent de pro-communisme. Que pensez-vous de cette accusation? Bon, ça c'est une accusation tout à fait normale. Vous savez qu'en Afrique, quand un mouvement lutte pour une véritable indépendance de l'Afrique, quand nous mettons comme mot d'ordre la lutte contre le colonialisme et contre le néocolonialisme, là on dit toujours qu'il s'agit du communisme. Ce n'est pas le cas, évidemment. Notre mouvement groupe toutes les tendances de l'Angola, même les tendances religieuses. On vous fait aussi le reproche d'être un parti d'intellectuels. Bon, ça nous flatterait d'abord, mais en réalité, nous ne sommes pas un mouvement intellectuel par les conditions mêmes de notre peuple. Vous savez que chez nous, l'analphabétisme ronde environ 98%. C'est vrai que quelques dirigeants ont fréquenté les universités en Europe, et cela ne donne aucun caractère intellectuel à notre groupe. Est-ce que vous pensez que vous arriverez à vaincre le Portugal ou est-ce que vous pensez pouvoir trouver un compromis d'entente avec lui? Non, je crois que le compromis, c'est très difficile. L'attitude du Portugal se maintient comme toujours, n'a changé en rien. Je crois que aussi ça s'est marqué par la présidence du Portugal, Salazar, qui est un individu un peu anachronique, il n'est pas avec le temps. Peut-être s'il y aurait un changement au Portugal, peut-être qu'il serait possible de trouver une entente, un dialogue tout au moins avec les autorités portugaises. Mais à ce moment, c'est tout à fait impossible et nous marchons dans la lutte, nous sommes dans la guerre et nous comptons aboutir par ces moyens. Si votre mouvement réussissait à vaincre le Portugal et à prendre le pouvoir en Angola, quelle serait votre politique? Notre politique serait celle qui mène aujourd'hui l'OUA. C'est-à-dire nous sommes tout à fait d'accord avec les principes énoncés par la charte de l'Organisation de l'Unité africaine et nous alignerons sur cette voie parce que nous trouvons que c'est la plus juste, la plus réaliste face aux problèmes africains.